Cavalerie, mon œil, hein, sur un cheval de bois, ouais. Non, cavalerie. Je m'appelle Cynthia, j'ai 7 ans et demi. Si ce monsieur nous trouve, de quoi je vais avoir l'air, moi? Alors là, tu n'es pas au bout de tes emmerdements. M'en fous, t'es rien qu'une fille. Tu vas recevoir un coup point de fille. Petit mec. Lucas. Mais qui c'est, Lucas? À la maison, on m'appelle princesse. Ah bah c'est curieux, alors. Il pleut pas ici? Tu vois, s'il est foutu. Tiens, tiens-moi ça. Tiens pas, mademoiselle, c'est la musique du limonadier du Père Moustache. Eugène Guérin, le caldoche que l'on croyait mort, vient d'être retrouvé vivant, il n'était que blessé. À Poitiers, le professeur Mériel serait revenu sur ses accusations, la thèse du meurtre remise en cause. 9e sommet franco-britannique, à force de se rencontrer et de se parler, François Mitterrand et Margaret Thatcher ont fini par rapprocher leur point de vue. On meurt de faim au Sahel, on produit trop de blé aux États-Unis, on n'en produit pas assez en URSS, le marché mondial de l'alimentation en pleine anarchie. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Surprise de taille, à 21h30 précise, une dépêche de l'agence France-Presse nous apprend qu'en Nouvelle-Calédonie, Eugène Guérin, le caldoche qu'on avait cru mort toute la journée, venait d'être retrouvé vivant. Il avait été attaqué dans sa ferme, en pleine brousse, par une quinzaine de Mélanésiens. Fernand Tavares. La libération du sous-préfet Jean-Claude Delmar, de sa famille et de son adjoint détenu depuis plus d'une semaine était le signe d'apaisement attendu et le fait que la mission gouvernementale commençait à porter ses fruits. Mais quelques heures plus tard, l'annonce du meurtre d'un Calédonien en pleine brousse au nord-est du territoire laissait craindre le pire pour les jours à venir. Et puis ce soir, coup de théâtre. Après 12 heures de recherche, les gendarmes ont retrouvé en vie Eugène Guérin, 70 ans, qui avait été effectivement roué de coups par une quinzaine de Kanaks et laissé sur place pour mort. C'est l'épouse de ce broussard, elle-même blessée à l'épaule, qui avait appelé des secours en indiquant que son mari avait été tué. Toute la journée, l'annonce de l'exécution de M. Guérin avait provoqué de toutes parts des sentiments d'indignation. Georges Lemoine, secrétaire d'État au Dom-Tom, s'adressant aux parlementaires cet après-midi, lançait un appel au calme et au sang-froid. L'opposition réclamait de son côté le rétablissement de l'ordre en priorité. Ainsi, l'irréparable n'a donc pas été commis ce soir. Il n'y a pas de mort. Cela dit, la tension reste grande car cette agression a pour conséquence sur le terrain de crisper les populations qui n'hésitent plus à parler d'autodéfense si les ultra-mélanésiens s'en prennent à leurs biens ou à leurs personnes. C'est pourquoi les forces de l'ordre sérieusement renforcées se déploient du sud au nord et de l'est à l'ouest, en particulier sur les points les plus sensibles, ceux où sont rassemblés en grand nombre les Kanaks les plus déterminés. Et puis à l'instant, nous apprenons que M. Lemoine vient de se rendre à nouveau à l'Assemblée nationale, où les députés siègent en séance de nuit. Le ministre, qui se réjouit d'apprendre que M. Guérin est en vie, renouvelle son appel au calme et au sang-froid, afin, je cite, que toute solution qui passe par la négociation ait des chances de réussir. Retournement de situation à Poitiers, où a eu lieu cet après-midi à l'hôpital la reconstitution de l'opération qui a coûté la vie à une jeune femme le 30 octobre dernier. Le chef de service, vous vous en souvenez, avait accusé 2 de ses médecins d'avoir assassiné la malade. Aujourd'hui, selon les avocats de l'un des médecins, le professeur Mériel serait revenu sur ces accusations. La thèse de l'assassinat a été abandonnée par le professeur Mériel lui-même, qui a admis que le décès de Mme Berneron pouvait avoir d'autres causes et qu'une inversion de flexible n'est aucunement imparable. S'il n'y a pas eu assassinat et si plus encore l'inversion des tuyaux n'était pas imparable, quelles sont les causes du décès de Nicole Berneron? A-t-elle été victime du syndrome de Mendelssohn, comme beaucoup commencent à l'affirmer ici? Le syndrome de Mendelssohn, c'est un rejet de liquide gastrique vers les bronches au moment du réveil. Le malade, en quelque sorte, se vomit dans les poumons. Les symptômes concordent, semble-t-il, avec l'état réel de Nicole Berneron au moment de son décès. Plusieurs questions alors. Le professeur Mériel était-il là au moment du réveil de Nicole Berneron? En son absence, l'infirmière anesthésiste a-t-elle pratiqué
pratiqué effectivement un examen pulmonaire. Les questions, vous le voyez, restent donc très nombreuses, particulièrement pour ce qui concerne le maintien en détention des deux inculpés. Les avocats s'inquiètent également, eux, de la façon dont est menée l'instruction. La défense du docteur Diallo s'inquiète également des conditions peu sereines dans lesquelles l'enquête est menée par la sûreté urbaine de Poitiers, dans les locaux même de l'hôpital, alors que s'y trouve, avec l'autorité qui s'attache à sa fonction, celui qui a publiquement dénoncé le docteur Diallo à l'origine. À ce stade de l'enquête, il est intéressant de revoir l'enchaînement des faits de cette ténébreuse affaire. Éric Cachard. Nicole Berneron, 33 ans, est conduite dans le bloc opératoire du service ORL. Elle doit y être opérée d'une tumeur de la parotide, opération bénigne pratiquée par le chef du service ORL, le professeur Fontanel. Faute d'anesthésiste disponible, le premier vient d'être muté, le second est en congé maladie. C'est le chef de service lui-même, le professeur Mériel, qui endort la patiente. 2 heures plus tard, Nicole Berneron est morte. Le décès paraît suspect. 3 heures après, une enquête est menée. Elle fait apparaître que les tuyaux d'arrivée d'oxygène et de protoxyde d'azote ont été inversés. Munis de sécurité, ces tuyaux n'ont pu être intervertis par erreur. 9 jours plus tard, l'affaire éclate au grand jour. 2 médecins anesthésistes sont inculpés. Le docteur Diallo, qui aurait dû assurer l'opération mais qui venait d'être muté, et le docteur Archambault, en cours de spécialisation, est présent au début de l'opération. Dans un communiqué, le procureur de la République souligne la présomption d'innocence. La justice et la police restent muettes. Les 2 inculpés sont publiquement accusés par le professeur Mériel d'être les responsables du sabotage. Le docteur Diallo aurait voulu se venger du professeur qui venait de le muter. Le professeur Diallo et M. Archambault. Les coupables, c'est tout. C'est un acte qui est tellement monstrueux que ça ne peut être qu'un acte de folie, un acte de paranoïa démente subite. D'origine voltaïque, le docteur Bakary Diallo, 38 ans, est père de 3 enfants. Aucun de ceux qui l'ont côtoyé ne met en doute sa compétence et son respect du malade. Le docteur Archambault, 30 ans, est père d'un enfant. Étudiant en 2e année du CES d'anesthésie, il a beaucoup sacrifié à son métier. Quelles ont été les personnes effectivement présentes au moment de l'anesthésie de Madame Berneron, de son réveil et de son décès? Quel a été très précisément le processus médical de la réanimation et pourquoi celle-ci aurait duré plus d'1 heure alors qu'il est notoire qu'une insufflation massive de protoxyde d'azote cause immédiatement des lésions irréparables. Il n'est pas acquis au dossier qu'une inversion des flexibles ait été antérieure au décès de Madame Berneron, mais il est également certain qu'une telle inversion ne peut être la cause du décès de Madame Berneron. Un dossier moins lourd, semble-t-il, que certains avaient pu le penser, et qui laisse donc planer le doute sur la nature des inculpations et les raisons du maintien en détention. Le 9e sommet franco-britannique qui a commencé en fin d'après-midi à Paris se terminera à demain midi. En ce moment même, le président Mitterrand et le Premier ministre britannique Margaret Thatcher sont réunis à l'Élysée pour un dîner de travail. Madame Thatcher, n'en doutons pas, a pu goûter quelques délices de la gastronomie française. En revanche, le menu de ces conversations avec le président Mitterrand cet après-midi n'était pas fait que de friandises. 2 gros morceaux à décortiquer, l'élargissement de la communauté et les relations Est-Ouest. L'important, cependant, est que ce sommet s'inscrit dans une longue succession d'entretiens Mitterrand-Thatcher qui, manifestement, a permis de rapprocher des points de vue au départ passablement divergents. Richard Tripot. La 9e rencontre franco-britannique a commencé en fin d'après-midi par un tête-à-tête entre le président français et le Premier ministre britannique. À 4 jours du sommet européen de Dublin, la discussion a essentiellement porté sur les problèmes que rencontre encore la communauté européenne, en particulier sur son élargissement à l'Espagne et au Portugal, un thème qui sera au cœur des discussions de la rencontre des chefs d'État et de gouvernement dans la capitale irlandaise. En sortant de ce premier entretien, Margaret Thatcher ne cachait pas que cet élargissement comportait à ses yeux encore de nombreuses difficultés.
Deux sommets européens en visite officielle, Margaret Thatcher et François Mitterrand se seront donc vus 8 fois cette année. Les relations entre les deux pays sont, de l'avis de tous les observateurs, dans une phase favorable. Après l'échec du sommet d'Athènes en décembre dernier, dû en partie à l'intransigeance de Mme Thatcher, le président français avait obtenu à Fontainebleau les concessions anglaises qui ont permis une relance de la communauté européenne. En fait, le rapprochement entre les deux pays s'est accentué lorsque Londres a découvert la fermeté du président français vis-à-vis de l'Union soviétique, notamment lors de l'installation des euromissiles. L'appui de Paris lors du conflit des Malouines a également contribué à resserrer les liens entre les deux capitales. Après des années de brouille entre la France et l'Angleterre, petit à petit, un nouvel axe européen est en train de naître, celui qui relie Londres à Paris. Un axe qui sera peut-être un jour concrétisé par ce fameux tunnel sous la Manche, dont Anglais et Français viennent de relancer l'idée. L'opposition chilienne en convenait dès hier. La 12e journée de protestation contre la dictature militaire n'a pas été un succès. Mais cela n'a pas empêché la police de sévir. Plus de 100 personnes ont été arrêtées, dont 2 prêtres, l'un chilien, l'autre polonais. En fin de journée hier, les affrontements avec la police, parfois violents, ont fait plusieurs blessés, mais on en ignore le nombre. Les États-Unis ont trop de blé. L'URSS n'en a pas assez. Le ministre soviétique de l'Agriculture est depuis ce matin aux États-Unis. Son homologue américain lui a proposé de vendre à son pays 10 millions de tonnes de céréales. C'est une part de la surproduction américaine. Cette vente témoigne des désordres de la production mondiale de céréales, appelée l'arme alimentaire. Cela pose aussi le problème de l'organisation du marché mondial de la nourriture. Un dossier préparé par Pierre Babet. Beaucoup trop de céréales aux États-Unis. Les paysans du Middle West sont en colère. Les cours s'effondrent. On va geler 17 millions d'hectares de surface emblavée. Autre mesure, on va favoriser au maximum les exportations de céréales made in USA. Trop peu, beaucoup trop peu de céréales en URSS, inondations à l'ouest, sécheresse au Kazakhstan, dans tout le pays, désorganisation de l'industrie des engrais. L'Union soviétique devra encore importer beaucoup de céréales, mais dans un monde de surproduction, ce sont paradoxalement les acheteurs qui font la loi. L'URSS ne s'en prive pas. Les Russes qui sont les principaux acheteurs. Et sur les 100 et quelques millions de tonnes qui vont être commercialisées, les Russes vont en acheter 48 ou 50. Pas seulement de blé et céréales fourragères. Donc ce sont les principaux acheteurs. Et dans un marché vendeur, c'est le principal acheteur qui va dominer un petit peu le marché ou l'évolution du marché. Et il est bien certain que les Russes, compte tenu d'expériences passées, compte tenu d'ailleurs d'une expérience qui est à la portée de tout le monde, personne n'a intérêt à n'avoir qu'un seul client, personne n'a intérêt à n'avoir qu'un seul fournisseur. Donc ils vont répartir leurs demandes entre les différents pays fournisseurs. Nous savons qu'ils ont acheté au Canada, nous savons qu'ils achètent aux États-Unis, nous savons qu'ils ont acheté en Argentine. Nous savons aussi, puisque nous sommes en train d'embarquer des marchandises sur la Russie, qu'ils ont acheté en France. La bourse de commerce de Paris a 2 pas des Halles. C'est ici, sous cette coupole, que se font en France les transactions céréalières. Pour les intervenants, pas de tableau de cotation, peu de notes, seulement des conversations, des marchés verbaux, des accords de parole. En quelques mots, ces bateaux chargés au port de Rouen vont charger des cargaisons ou changer de destination. Car sur ce marché mondial à la baisse, tout le monde veut se prémunir contre les aléas des cours mondiaux. C'est dire que sur le marché des céréales, où l'on parle en millions de tonnes et de dollars, tous les coups sont permis, ou presque. Et je dirais que tous les coups sont permis entre exportateurs. Quand on a de la surproduction, les exportateurs ont comme politique privilégiée d'écouler leur stock et de faire le maximum pour écouler leur stock. Parce que le stockage des céréales, comme le stockage de tout le reste d'ailleurs, est quelque chose qui coûte très cher. Mais on sait que par exemple le dumping est prohibé dans les conventions commerciales internationales, mais tout le monde en fait. Absolument, c'est prohibé par le GATT. Et d'ailleurs, les États-Unis ou l'Europe, parfois, vont auprès des instances du GATT protester contre le dumping de tel ou tel concurrent. Mais il n'empêche que ça peut être soit du dumping direct, soit du dumping déguisé. Et bon, si les États-Unis font souvent du dumping direct, l'Europe occidentale fait par exemple du dumping déguisé, ce que leur reprochent les États-Unis d'ailleurs. Parce que là, on retrouve tous les problèmes, les taux de crédit par exemple, qui peuvent être offerts à des acheteurs, les taux monétaires eux-mêmes. Absolument, les taux de crédit aux acheteurs, ce que font les États-Unis par exemple, de façon tout à fait, enfin depuis des décennies, c'est-à-dire offrir des crédits extrêmement avantageux pour acheter des céréales sur le marché américain.
Surproduction, au sens du marché, c'est bien sûr exact. Sur l'ensemble de la planète, la récolte mondiale de céréales aura augmenté de 10% cette année. Mais il y a aussi les laissés pour compte. Parmi les exclus de l'opulence, les pays déjà frappés par la famine, comme l'Afrique sahélienne. Car du blé, la terre n'en manque pas. Ce qui fait défaut, c'est l'argent pour le payer ou la volonté de le partager. La première parapharmacie Leclerc alimente commentaires et réactions. Vous avez pu vous en apercevoir. Les pharmaciens se préoccupent de la parade qu'ils vont opposer au très entreprenant Édouard Leclerc. Vous avez pu entendre hier soir la réaction de l'Ordre des pharmaciens dans ce journal. Autre question, les rabais sur les cotons-tiges et les lotions adoucissantes sont-ils légaux ou non? Jean-François Luciani a posé la question au ministre du Commerce et de l'Artisanat, Michel Crépeau. Si M. Leclerc ne vend que de la parapharmacie, en tout état de cause, et compte tenu à l'heure actuelle de la loi, on ne peut pas l'interdire. Écoutez, à mon avis, a priori, maintenant, l'ordre des pharmaciens est parfaitement capable de s'adresser aux tribunaux qui diront ce qu'ils en pensent. En tout cas, à l'état actuel des choses, moi je considère que les pharmaciens vendent des médicaments plus autre chose, que M. Leclerc vend depuis longtemps autre chose. S'ils ne vendent pas de médicaments, bon, bah, je ne vois pas en quoi la loi peut vraiment le lui interdire. Les lois de la République sont les mêmes pour tous. Parce qu'il y a un point, Monsieur le Ministre, la parapharmacie représente maintenant, pour certains, 16 à 17% du chiffre d'affaires, et elle peut même aller jusqu'à 40%. Alors l'argument des pharmaciens est le suivant, on gagne moins sur les médicaments, on se rattrape sur la parapharmacie. Oui, c'est parfaitement exact, notamment pour limiter les déficits de la sécurité sociale. On a limité quand même l'augmentation du prix des médicaments. Alors ça a posé des problèmes aux pharmaciens. Ils se rattrapent un petit peu sur la parapharmacie. C'est une réalité dont il faut aussi savoir tenir compte. Mais enfin, il y a un problème d'équilibre dans tout ça. On va voir comment ça se passe. Si ça se passe mal, à ce moment-là, j'interviendrai. Au fond, vous souhaiteriez que les pharmaciens ne vendent que des médicaments? Ah, moi, vous savez, pour moi, un pharmacien, ça vend des médicaments, un épicier, ça vend de l'épicerie, un coiffeur, ça vend de la parfumerie, enfin, un parfumeur, ça vend de la parfumerie. Moi, je suis un type très simple, vous savez, j'aime pas les choses compliquées. Nous refusons toute politisation de la vie syndicale. À l'ouverture de son 42e congrès à Marseille ce matin, la CFTC a réaffirmé ce qu'elle appelle sa marque et sa règle d'or. Comme force ouvrière, la CFTC a plutôt le vent en poupe. Ces dernières années, elle a augmenté ses effectifs. Claude Guénaud analyse les raisons de cette progression. 1964, année de la scission avec la CFDT, la CFTC compte à peine 50 000 adhérents. 20 ans après, elle en revendique 5 fois plus, 270 000. Même si elle n'occupe toujours que la 5e et dernière place dans la famille des grandes centrales syndicales, la Confédération française des travailleurs chrétiens est en progression constante. Une progression qu'elle doit en partie à son opposition à la politique du gouvernement. 3 points de discorde majeurs, la politique salariale, l'école privée et les nationalisations. Sur les salaires, comme les autres syndicats, la CFTC critique la politique d'austérité. Sur l'école privée, on le sait, la centrale chrétienne a été aux premières lignes pour faire échec au projet Savary. Et puis, dernière pomme de discorde, les nationalisations. Elles coûtent trop cher, dit Jean Bornard. Mais comme l'opposition, RPR et UDF, a fait des dénationalisations un de ses chevaux de bataille, la CFTC à Marseille a pris soin de se démarquer en criant haut et fort son apolitisme. À Toulon, aujourd'hui, 30 millions de francs sont partis en fumée. C'est la somme que représentait la cargaison de 3 voiliers en provenance de Colombie arraisonnés à l'île de Porquerolles. Cette cargaison, c'était du hashish. Cela, c'était une saisie juste avant distribution et consommation. En amont du circuit, il y a les saisies avant exportation. On est alors au stade du gros, où le trafic de drogue se mêle au trafic d'armes. Comme en témoigne cette saisie à Hong Kong. Jean-Marie Bell. Dans un instant, une saisie de drogue à Hong Kong. Vous voyez ici les 3 voiliers, à mon avis, dont la cargaison de hashish a été brûlée cet après-midi à Toulon. Scène de la vie quotidienne, hier à Hong Kong, un bateau de pêche pénètre dans le port. Un bateau semblable à de nombreuses autres embarcations, mais la similitude s'arrête là. En effet, celui-ci ne ramène pas du poisson, mais transporte en fait des bidons remplis d'héroïne, d'armes diverses et de munitions. Or, à Hong Kong, où l'unité de référence est le dollar, les autorités ne parlent pas de la quantité de drogue saisie, mais de sa valeur. En l'occurrence, 4 millions de dollars. Pour ce qui est des armes, il s'agit avant tout de revolvers munis de leur silencieux.
C'est paradoxalement le manque de silence qui a trahi ce commando. Une dénonciation serait à l'origine de cette arrestation. Munis de cagoules pour cacher leur identité, les 7 hommes ont quitté leur embarcation sous bonne escorte. Il faut dire que Hong Kong est une plaque tournante importante du trafic de stupéfiants. La marchandise provient du célèbre triangle d'or, Thaïlande, Malaisie, Birmanie, et différentes bandes rivales s'occupent de leur acheminement et de leur écoulement vers l'Occident. Ce matin, le port de Hong Kong avait retrouvé son activité. Les jonques ne transportaient sans doute que du poisson. Devinette, savez-vous combien de temps les Français passent dans les transports pour aller à leur travail? 53 minutes en moyenne chaque jour pour aller et venir de leur travail. Les hommes vont un peu plus loin que les femmes et ils ont plus souvent leur permis de conduire. C'est une enquête INSEE réalisée sur l'année 81 qui le révèle. Dernier détail, en 1966, le temps de transport était le même, 53 minutes par jour, mais la distance parcourue plus courte. On va plus vite, quoi. La chronique boursière, un dollar un peu moins euphorique aujourd'hui, bien que toujours sur les sommets, Henri Laurey. Le dollar régresse. Le dollar semble avoir trouvé un nouveau point d'équilibre au-dessus de 3 marques 0,5 et 9 francs 40. Tout se passe comme si la monnaie américaine ignore la baisse des taux, mais de toute façon, cette baisse ne saurait être excessive et les placements en dollars devraient rester les plus rentables. Ce qui est sûr, c'est que les autres devises, que ce soit la livre, le mark ou le yen, ne sont pas en mesure de concurrencer le dollar, et cela, c'est une réalité bien tangible. Sport, nouvelle victoire de la Peugeot 205 Turbo. Au volant de ce bolide, le Finlandais Vatanen a remporté le rallye automobile de Grande-Bretagne. C'est un récidiviste. Un autre résultat de basket, cette fois à Nancy. La France bat la Pologne 81-74. Les résultats du quartet de Vincennes, la combinaison gagnante 5, 17, 9, 10 rapporte pour 5 francs dans l'ordre 89 000 francs et dans un ordre différent 3 751 francs 50. Le temps demain, de gros nuages envahiront toute la moitié ouest au cours de la journée, accompagnés d'un vent assez fort de sud-sud-est. Ailleurs, un beau soleil, partout des températures exceptionnellement douces pour un 30 novembre. Demain soir, nous avons rendez-vous à 21h30. Après ce journal, Mus d'Albret vous attend. Avant de nous quitter, le rappel des titres de l'actualité. À demain. Bonsoir. Eugène Guérin, le caldoche que l'on croyait mort, vient d'être retrouvé vivant. Il n'était que blessé. À Poitiers, le professeur Mériel serait revenu sur ses accusations. La thèse du meurtre remise en cause. 9e sommet franco-britannique, à force de se rencontrer et de se parler, François Mitterrand et Margaret Thatcher ont fini par rapprocher leurs points de vue. Quelle classe! Super! Oh là là, quelle allure, dis donc! Oh, le style, branché! Merci, merci. Mais non! On parlait d'elle!